10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler un petit peu mercato estival, clôture du mercato, ça vient de se terminer, ça s'est terminé hier à minuit. On tourne une page de l'histoire de cette saison et de cette chaîne aussi. On va se remettre à parler de matchs, on le faisait déjà un petit peu. Il y a plein de choses à dire déjà du côté du Barça, les deux Joao. Ensuite, on parlera de Sofiane Amrabat du côté d'United, de Kolo Muani bien sûr au Paris Saint-Germain, de ce PSG New Look, de son secteur offensif assez extraordinaire et plein d'autres petits trucs en conclusion de vidéo. D'abord, les deux Joao, les deux qui sont arrivés hier soir en prêt sans option d'achat. Donc déjà ça c'est un truc, pour rentrer dans le cadre du fair play financier, finalement le Barça ne pouvait pas inclure d'option d'achat visiblement. Je vais dire très simplement pour moi deux très bonnes additions pour ce Barça là. Cancelo, il ajoute une option absolument cruciale sur ses postes de latéraux, les deux. D'abord à droite pour permettre à Jules Koundé d'être axial, mais aussi à gauche en couverture de Baldé. Je veux dire dernier match voilà contre Villarreal, le Barça a quand même démarré avec Marcos Alonso et Sergi Roberto, les deux titulaires. Donc je pense bonne nouvelle d'avoir Cancelo, un gars qui il y a quoi 18 mois, un an et demi, il était considéré comme peut-être le meilleur latéral droit d'Europe, un des meilleurs latéraux en tout cas du continent. Donc ouais, bonne addition. Donc ça c'est pour Cancelo. Et après Félix, intéressant parce que là il y a un peu plus quand même une question de son utilisation. Pour le coup, sur les joueurs offensifs de demi-espace, il y a déjà un peu une concurrence sur le côté gauche entre Gavi et Gundogan. Ça c'est le 3-2-5 avec ballon de Xavi, où on a Pedri qui est plutôt demi-espace droit, Yamal et Baldé je pense sur les côtés, Frenkie Romeu le double pivot. Théoriquement c'est un peu ça le 11 type du Barça. Mais bon, déjà Pedri il est blessé en ce moment. Malheureusement ça peut être un truc récurrent parce qu'à son jeune âge il a joué déjà tellement de matchs, est-ce qu'il y a une petite fragilité là? Gundo, il peut jouer plus bas aussi, aux côtés de Frenkie, peut-être à la place de Frenkie, au lieu de Romeu. Enfin, il y a pas mal de configurations différentes pour le Barça. Donc dans l'ensemble, je pense que c'est une très bonne addition. Et après, je dois dire, au-delà de la situation du FC Barcelone, moi, la situation de Joao Félix, elle m'intéresse beaucoup. On va enfin le voir dans un module de jeu plus expansif que ce qu'il y avait du côté de l'Atleti. J'avais même bien aimé ses tout premiers pas à Chelsea, dans un Chelsea pourtant extrêmement dysfonctionnel. J'avais trouvé ça pas inintéressant. Donc ouais, Félix, ne serait-ce que pour lui, et puis aussi pour le Barça, ça donne grave envie d'être suivi. Encore une fois, c'est un prêt, donc le niveau de risque est limité. Et à court terme, ça peut permettre au Barça de faire une bonne saison. Je pense que si ça se passe bien, et que le Barça a un petit peu plus de ressources financières vis-à-vis du FPF l'été prochain, comme Félix a visiblement signalé son intention de ne plus reporter le maillot de l'Atleti qu'il en fera avec les supporters, peut-être qu'il y aura une ouverture pour en faire un transfert. Sofiane Amrabat, du côté d'United, waouh, ce move il est très intéressant. Donc c'est un prêt payant de 10 millions d'euros pour le prêt. Et ensuite il y a une option d'achat obligatoire de 20 millions à payer l'été prochain qui peut monter jusqu'à 25. Donc on va dire un transfert entre 30 et 35 en gros. Je vais dire pour Amrabat, ce qui est intéressant c'est qu'on a vu que Casemiro avait les jambes un petit peu lourdes sur ce début de saison dans le double pivot, que ce soit contre Nottingham Forest, bon c'était un petit peu mieux aux côtés d'Eriksen. Avec Mount, ça c'était la défaite contre Tottenham, on l'avait vu un peu en difficulté contre les Wolves aussi. Ce qui m'intéresse avec Amrabat, c'est que dans le système d'Erik Ten Hag, le 4-2-3-1 qu'on voit systématiquement, il y a vraiment que 2 places au milieu pour 4 gars. Casemiro, Eriksen, Mount qui a été acheté très cher, et désormais donc Sofiane Amrabat. Première question pour Amrabat, c'est quoi son niveau réel? Perso, bien sûr, je reste sur l'impression de la Coupe du Monde, mais je l'ai pas ou peu vu à la FIO la saison dernière. Donc je sais pas vraiment comment l'évaluer, c'est toujours difficile avec la Coupe du Monde, je sais pas quel niveau prêter réellement aux joueurs. En plus avec le Maroc il était 6 seul dans un 4-1-4-1, donc une position différente de celle qu'il occupera à United. La bonne nouvelle par contre c'est qu'à la FIO, la plupart du temps, il y avait des 4-3-3 mais la plupart du temps c'était 4-2-3-1 où il était à côté de Mandragora comme ça. Bon, dans quel rôle est-ce qu'il s'insère dans cette United là? Il prend la place de qui en gros? Parce que par exemple, on pourrait penser c'est un peu le remplaçant de Casemiro, mais en vrai c'est assez différent de Casemiro. Je veux dire, sur le volume défensif, c'est très différent de ce qu'il apporte. Par contre, beaucoup plus de passes progressives, quasiment 10 par 90 minutes, ce qui est assez extraordinaire comme chiffre. Moins de contributions offensives que Casemiro qui marque pas mal pour un milieu défensif. Donc en vrai c'est quand même un joueur vachement différent de Casemiro. Donc est-ce qu'ils ont vocation même à être alignés les deux ensemble? C'est difficile parce que Mount il a été acheté très cher. Dans l'ensemble le mercato d'United j'ai du mal à l'évaluer je dois dire. Il y a une grosse recrue qui a été faite quasiment par ligne, un avant-centre, un milieu offensif, un milieu défensif, un gardien.
Petite inquiétude peut-être sur le secteur défensif, où Reguilón, je suis pas certain que ce soit suffisant. Il pourrait y avoir des soucis notamment du côté de la défense centrale. Et il y a pas mal de joueurs qui sont restés finalement aussi du côté d'United, que t'attendais partant, genre Maguire, Van de Beek, etc. Dans le sens des départs, ça c'est pas super bien ficelé. Donc il est un peu funky ce mercato. Amrabat, j'aime bien le joueur de ce que j'ai vu, mais est-ce que c'est un échantillon suffisamment représentatif? Et où est-ce qu'il va jouer? Comment est-ce qu'il va jouer? Tellement de questions pour United. Mais ce qui m'intéresse déjà beaucoup, c'est ce week-end contre Arsenal, là, dimanche 17h30, les premiers pas de Rasmus Højlund. Ten Hag a dit qu'il était prêt à jouer contre Arsenal. Je ne sais pas si ce sera une titularisation, mais c'est sûr qu'on va le voir fouler la pelouse de l'Emirates. Donc ouais, ça m'intéresse beaucoup. Ça va être un match à ne pas rater, bien sûr. On l'analysera sur la chaîne. Et enfin donc, le Paris Saint-Germain de Randal Kolo Muani, désormais, voilà, c'est fait, RKM au PSG. Très tendu, mais finalement on a un transfert sec. Là il y a marqué 95, moi j'ai entendu parler de 75 plus 15, disons entre 90 et 100 millions à peu près, bonus compris. Franchement chaud pour l'Eintracht, qui aura lâché Jesper Lindström et Van Ndicka perdu libre. Pareil pour Daichi Kamada, même Djibril Sow et Randal Kolo Muani. Franchement ils sont un peu déplumés, ça fait un sacré turnover. Mais bon, on verra leur situation. C'est surtout un sacré turnover pour le Paris Saint-Germain aussi, qui a tellement recruté. Le mercato, il est absolument colossal dans le sens des arrivées. Et forcément, on attendra pour juger. On va dire que les mercatos précédents du Paris Saint-Germain nous ont quand même, si rien d'autre, enseigné la prudence. Donc on attendra les gros matchs, mais c'est clair que le secteur offensif, il est quand même assez séduisant. Kolo Muani et Ramos, bon, potentiellement même Ekitike, avec le poste de buteur, il est pour sûr doublé et presque triplé, presque quadruplé si Asensio joue pointe comme ça a été le cas le week-end dernier contre Lens. Et puis après sur les ailes, Mbappé, Dembélé, Barcola, Lee potentiellement, Asensio potentiellement. Ça change d'il y a quelques mois où contre Lorient, là, la défaite 3-1 au Parc, si vous vous en souvenez, c'était ça le secteur offensif du PSG. Mbappé, Messi, ok, mais Soler et Vitinha sur les côtés. Et puis ensuite, tu fais rentrer qui? Garbi, Ousni, Ekitike. Très compliqué, et franchement moi j'ai jamais cru en Christophe Galtier. Dès le premier jour je vous disais, je pense qu'il n'est pas l'homme de la situation, mais je vois ça, franchement on a de la peine. Il avait tellement pas les armes à disposition pour faire quoi que ce soit, et dur ce secteur offensif du PSG de la saison dernière. Donc ouais, il a quand même bien changé. Il y a du boulot qui a été fait, il y a beaucoup plus de munitions. Et du coup, voilà, tu as ce 3-2-5 là de Luis Enrique qui a priori est le système avec ballon. Si tu as ce double pivot, effectivement, Zaïre Emery ou Garté, devant, Dembélé ou Barcola sur l'aile droite, Nuno Mendes ou Hakimi pour occuper la largeur sur le côté gauche, je pense Nuno Mendes quand il sera de retour, Mbappé dans sa position préférentielle, beaucoup de profondeur sur le poste de buteur, et puis ensuite Vitinha, comme on l'a vu dans ce rôle de demi-espace droit, ou Kang In Lee. Franchement, tu peux même finir sur un match où tu as vraiment besoin de marquer, tu peux finir avec 4 purs offensifs de percussion, Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Bradley Barcola. Voilà, franchement, c'est sûr que cette attaque, elle est pas mal du tout. Et je vais dire en plus sur le mercato du Paris Saint-Germain, moi je le respecte beaucoup dans le sens des arrivées, mais aussi dans le sens des départs. Mine de rien, tu as réussi à élaguer, ce qui était un petit peu un problème récurrent, quand on entend que même Verratti, Draxler pourraient partir dans les jours qui suivent au Qatar. C'est sûr que le PSG a tourné une page de son histoire. Je pense que c'est pour le mieux. Perso, je suis assez optimiste. Je dis pas que c'est la bonne année, que la Ligue des Champions est pour eux, mais c'est sûr qu'il y a des pas qui ont été faits dans la bonne direction. Ça, c'est clair. L'effectif est beaucoup plus performant. Il manque un milieu. Je pense qu'il manque un petit peu de profondeur dans l'entrejeu. Ça pourrait coûter cher, mais l'effectif est bien plus pertinent que la saison dernière. Il a été amélioré quasiment partout. Il est beaucoup plus moderne, il est beaucoup plus fonctionnel, il est beaucoup plus jeune, il a beaucoup plus d'énergie. Des pas qui sont faits dans la bonne direction en tournant la page du projet Glitz et paillettes, tous ces délires de nouveaux riches. Et là, on a une construction qui est beaucoup plus saine, ça c'est clair. On va attendre de voir les matchs, bien sûr, on va pas juger de manière anticipée. Moi, j'ai quand même un gros point d'interrogation encore, c'est ce gars-là. Faut dire que le mercato, il a quand même commencé avec un gros feuilleton, Kylian Mbappé. Bon, bah pour l'instant, il a été réintégré, on n'en parle plus vraiment, etc. Mais en vrai, qu'est-ce qui a changé par rapport à la situation du début d'été? Rien, il a toujours pas prolongé, il peut toujours partir libre dans 6 mois. Donc on verra, apparemment il y a un nouveau contrat qui serait sur la table, peut-être que cette question va être résolue dans quelques jours, semaines, mais pour l'instant c'est un peu statu quo et on n'en parle pas trop, c'est intéressant. Et je veux dire aussi, ça m'intéresse beaucoup son rôle. Maintenant qu'il a une équipe qui est, je pense, l'équipe qu'il désire, avec quelques potes, une attaque francophone, française, etc., des jeunes. Je pense que maintenant qu'il a son équipe, entre guillemets, il doit être un leader et doit imprimer l'exemple, notamment sur le volet défensif. Moi, j'attends des efforts défensifs de la part de Kylian Mbappé, parce que désormais, l'effectif, il est conçu pour pouvoir presser. Et même si c'est du 9+1, ce sera mieux que le 7+3 de l'époque,
mais j'aimerais bien lui le voir faire les efforts aussi et inspirer son collectif, inspirer tous les petits gars qui le regardent d'en bas comme ça avec des yeux émerveillés. Voilà, quand je pense à Barcola, quand je pense à Kolo Muani notamment, bon, Dembélé ils sont peut-être un petit peu plus sur un rapport d'amitié, mais il y a un rapport d'admiration pour beaucoup de ces gars qui viennent d'arriver au Paris Saint-Germain. J'attends de lui qu'il soit un leader, un référent et un vestiaire apaisé. Assegny aussi, je pense qu'il a un gros rôle à jouer là-dedans. Alors il y a eu quelques autres transferts intéressants aussi sur cette dernière journée de mercato. Abdé du Barça qui est parti au Betis, pour le coup c'est un transfert sec, à peu près 7 millions d'euros, permet de dégager un petit peu de masse salariale, de salary cap vis-à-vis du FPF. Il y a Eric Garcia qui est parti à Girone. Brennan Johnson, 55 millions d'euros, arraché par Tottenham à Nottingham Forest. Il faisait un peu du bruit de partout. Honnêtement, je le connais très mal. Donc on va voir comment il s'insère. Milieu offensif, qu'est-ce qu'il peut apporter exactement. J'ai vu que Sambi Lokonga a été prêté à Luton, du temps de jeu, du temps de développement pour lui. Luton qui a perdu de pas grand-chose contre West Ham hier et ça se joue à un penalty qui aurait pu être sifflé, je pense, dans le temps additionnel. Sinon, j'ai 2-3 autres trucs. Ibrahim Sangaré, donc, qui a rejoint Nottingham Forest avec l'argent justement de Brennan Johnson. Ils ont acheté Ibrahim Sangaré 30 millions d'euros au PSV Eindhoven. Je suis un peu déçu de ça, j'aurais bien aimé voir le PSV continuer à avoir cet effectif, le même qui leur a permis de se qualifier. Maintenant c'est sans doute pas trop mal pour Lens. Après ils en ont aussi profité pour prendre Armel Bella-Kotchap de Southampton. Je sais que Stan kiffe beaucoup, qui a été très bon en Première Ligue la saison dernière malgré la descente de Southampton, et donc qui va rejoindre le PSV Eindhoven. Je pense que c'est pas mal, un défenseur central très prometteur. Gravenberch à Liverpool et le milieu encore un petit peu plus étoffé, ce qui était sans doute le secteur prioritaire pour eux. Après je trouve que défensivement ils n'ont pas fait assez pour être vraiment hyper compétitifs. Enfin, j'ai un peu peur par rapport à ça. Après l'attaque, s'ils gardent ça là, c'est quand même sympa. Liverpool, grosse interrogation, mais Gravenberch, en tout cas moi je suis un peu comme Félix, ça me fait kiffer de le voir avoir du temps de jeu. On va vraiment le voir en Première Ligue en plus, dans un contexte super intéressant. Donc ça c'est cool. Lozano d'ailleurs a aussi rejoint le PSV Eindhoven avec l'argent de la vente de Sangaré, donc Bella-Kotchap et Lozano, ils sont renforcés un petit peu devant, un petit peu derrière. Et on a 2-3 autres gars. J'ai vu que notre ami Niklas Füllkrug avait rejoint Dortmund en provenance du Werder Bremen, lui qui avait marqué à la Coupe du Monde. Et Fabian Rieder aussi, acheté 15 millions d'euros aux Young Boys par Rennes. Ça, c'était hier, il me semble. Et enfin, peut-être un des derniers moves du mercato, hier, quelques minutes avant la conclusion, on a pris, mon Noël a pris, Diego Moreira de Chelsea, un petit ailier gauche qui avait été très bon en Youth League avec Benfica. Il me semble pas cette saison, la saison dernière. Donc, ouais. Intéressant, je le connais très mal, mais les quelques compiles que j'ai vus, joueur grosse percussion, extrêmement créatif, dribbleur, a l'air d'avoir une personnalité haute en couleur aussi, si vous avez vu quelques vidéos traînées sur Twitter. Il parle français, parce qu'il est né en Belgique. Donc voilà, maintenant je pense que c'est officiel, on joue le titre, et on devrait le voir dimanche d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain. J'ai aussi vu hier soir AS Roma AC Milan, victoire 2-0, c'était mon petit match du vendredi soir. Bon, ça confirme l'impression que j'ai de cette équipe, j'en parlerai dans le récap du week-end de lundi, encore une fois, mais waouh, physiquement c'est tellement costaud. Raphaël Leao, il a marqué un but si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un délire. Et aussi le calendrier Ligue des Champions est tombé ce matin, juste avant que je tourne. Donc le PSG commence avec Dortmund à la maison au Parc des Princes, et ensuite se déplace à St James Park, avant de jouer donc 2 fois de suite l'AC Milan. Lens de leur côté, ils commencent avec un déplacement à Séville, pas évident, et après réception d'Arsenal. 2 gros matchs pour démarrer pour Lens. Donc intéressant pour les clubs français. Et on a aussi le premier match Bayern United sur la première journée, ce qui va être costaud. Quelques grosses rencontres, comme on a aussi quelques grosses rencontres ce week-end, la section sponsorisée avec mon partenaire Winamax. J'ai déjà parlé de Chelsea, que je vois l'emporter contre Nottingham, de Tottenham à Burnley, cote à 2. Mais le gros match de Première Ligue, c'est bien sûr Arsenal, Manchester United. Dur de se risquer sur celui-là, mais peut-être que si vous êtes particulièrement joueur, tentez un but de Rasmus Højlund. J'ai vu que 100% des gens sont partis Rasmus Højlund, dernier buteur, peut-être s'il fait une apparition en fin de match pour un scénario totalement dingue. Et sinon, on a bien sûr aussi sur ce gros week-end, comme j'en parlais, le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de Mont-Noël. Vu le niveau de jeu qu'on propose actuellement, je trouve que le PSG à 1,50, c'est pas mal, c'est assez attractif. Aussi, j'en parlais la dernière fois, groupe F top 2, c'était pas encore sorti, mais l'AC Milan qui est pas parmi les favoris pour la qualification, le PSG est net favori à 1,35, ensuite c'est Newcastle. Moi j'ai vu Milan sur ce début de saison, je trouve que c'est une équipe impressionnante et je les vois vraiment se qualifier, je les vois plus favoris que Newcastle, et pour moi ça se joue entre le PSG et l'AC Milan pour la première place. Je serais pas surpris de voir le Milan finir premier. C'est une équipe qui a quand même fait un dernier carré de Ligue des Champions la saison dernière, mais je parle même pas de ça, vraiment sur leur qualité actuelle.
Donc ouais, moi je partirais là-dessus. Et tout ça donc c'est accessible sur Winamax avec le lien qui est en description. Vous avez accès à leur offre de bienvenue spéciale, l'offre qu'on a mise en place, Winamax Willoo. Si vous cliquez sur le lien en description, que vous créez un compte, vous faites un premier dépôt à partir de ce lien. Votre premier dépôt il est instantanément doublé en pari gratuit. Dépôt minimum 15 €, donc si vous mettez le minimum 15, ça devient 30. Et vous recevez aussi, offre spéciale, 10 € en cash supplémentaire instantanément crédité. Donc votre premier dépôt de 15 devient 40 avec lesquels vous pouvez parier. C'est accessible avec le lien en description qui me rémunère à chaque utilisation, un lien affilié qui aide beaucoup la chaîne. Si vous avez prévu de vous inscrire, n'hésitez pas à le faire avec mon lien. Mais si c'est le cas, comme d'habitude, soyez majeur, c'est interdit aux mineurs, et sachez que la plupart du temps en paris sportif, on perd, assez rare de gagner, surtout sur la durée, donc plutôt des petites sommes, et clairement, c'est pas nécessaire pour kiffer ce qui va être un très très beau week-end de foot. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, on se retrouve demain pour quelques grosses analyses de match, bien sûr, United Arsenal, sauf si c'est un 0-0 un peu nul, mais normalement, quoi qu'il arrive, au moins on en parlera dans le récap du week-end de lundi. Et quoi qu'il arrive, c'est sûr, il y aura une vidéo sur OL PSG dimanche soir à minuit. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end et on se dit à bientôt. Bisous.